Eh bien, bonjour à tous et à toutes, où que vous soyez à Paris dans le 10e arrondissement, dans le 20e, dans le 8e, que vous soyez au Sénégal, en Casamance, que vous soyez à Los Angeles, soyez à Paris, dans les banlieues, peu importe où vous êtes dans le monde. Vous avez le salut d'Eco-Club et nous allons aujourd'hui, comme d'habitude, oser poser une question extrêmement difficile. Nous n'avons peur de rien. Aujourd'hui, on va poser une question sur le fait, est-ce qu'un autre monde est possible? Mais non, pas un autre monde, c'est la Guadeloupe. La Guadeloupe, c'est le centre du monde. Est-ce qu'une autre Guadeloupe est possible? C'est ça qui nous intéresse. Bon. Alors évidemment, c'est une provocation, c'est un écho. Mais on va voir, c'est un éco-club. On va voir donc ce que ça veut dire. Alors pour répondre à cette question, on va commencer par se présenter. Alors, je vais commencer classiquement par ma droite, toujours spatial et pas politique. Et on va présenter Monsieur Jean Seymour. Jean Seymour, bonjour. Alors, bonjour à toi, Nico, bonjour aux téléspectateurs, je suis fidèle d'Eco-Club, et bonjour à vous, chers amis du plateau. Content de vous retrouver, comme d'habitude, le dimanche. Raymond Ramaille, comment ça va en ce dimanche matin? Ça va très bien. Bonjour à tout le monde, à tous ceux qui nous regardent. Bonjour aux amis du plateau. Et je voulais vous envoyer un salut particulier aux Saintes à Terre-de-Haut pour l'anniversaire d'une charmante dame, Madame Foy, Éline, et à qui je souhaite beaucoup de bonheur et une belle réussite aujourd'hui. Eh bien, j'espère qu'elle entendra et que le mieux sera pour elle. Raphaël Spéronel, pas d'anniversaire à fêter aujourd'hui? Pas d'anniversaire, mais sinon, il y a toujours quelqu'un qui peut recevoir tous mes vœux. Oui. Le choisir, il n'y a pas de problème. Bonjour à tout le monde, bonjour aux amis du plateau, bonjour à toute la Guadeloupe qui nous suit avec beaucoup d'intérêt et s'accroche à tout ce qu'on dit et à tous ceux qui font l'effort de se dire qu'il faut essayer de comprendre avant de parler. Parfait. Bonjour pour tout le monde, tout le monde qui a regardé nous, tous ceux qui sont dans le plateau là. Et puis, on y pensait particulièrement pour un camarade agriculteur, moi, plus jeune d'ailleurs, plus jeune que moi, qui était bon ami à Alain Gayadine. Et qui mort, c'est bout de terre, qui mort avant hier, et des maladies, mais c'était un camarade qui était capoté au lot, nous avons une occasion de discuter. Ok. Bien, le meilleur à lui et à sa famille surtout. Ouais. Bien. Alors, chers amis, nous sommes sans doute prêts pour la question à savoir qu'une autre Guadeloupe est-elle possible, qui a quelques présupposés dans les questions. C'est-à-dire que, le premier présupposé, c'est que tout n'est pas parfait, que tout n'est pas accompli, tout n'est pas réalisé. Si on envisage que ce soit possible ou pas possible. Bon. Alors, j'ai envie, avant de donner la parole, de tenter de vous prendre à contre-pied. J'aimerais vous proposer la solution de quelqu'un. Et si vous êtes d'accord, on arrête l'émission après. Technicien, une solution au problème de la Guadeloupe. Bon, moi, plan là, on peut saisir si un jour on tombait malade. Alors, Eco-Club, est-ce qu'on arrête l'émission? Est-ce que finalement, Jacob Desvarieux, que je salue là où il est, est-ce que Zoukla, c'est le médicament nous nie, les problèmes sont réglés? Ça, si c'est ça, on revient dimanche prochain. C'est pas fait. C'est dimanche prochain et c'est parfait. C'est un contre-pied, quoi. Bon, les problèmes sont certains. Et je crois que à la question à savoir est-ce que c'est possible, je crois qu'il n'y a pas d'autre réponse possible à mon sens que on peut mieux faire, Alors, mais ce peut mieux faire, il a des sous-questions. Pourquoi? Pour qui, comment, avec qui, Bon, alors c'est autour de ces questions-là que j'aimerais que nous battions pour pouvoir permettre aux gens de réfléchir un peu. D'autant que, et ça c'est un élément que je rajoute, nous sommes au mois de mai. Nous sommes au grand mois de mai, le fameux rendez-vous de la Guadeloupe avec sa mémoire, ses mémoires. Le mois de mai qui commence par le 1er mai où le monde parle à la Guadeloupe, le 10 mai où la Guadeloupe parle au monde, où Taubira fait sa loi, où la France fait 2 commémorations, l'une pour les victimes, l'autre pour les bourreaux, où il y a le Delgrès le 10 mai, dit vivre libre ou mourir, où il y a le 27 mai, l'abolition formelle de l'esclavage, où il y a mai 67, voilà. Et puis, il y a un anniversaire le 16 mai dont je ne parlerai pas ici. En tout cas,
Le mois de mai, c'est le mois où les mémoires s'entrechoquent dans le pays, et donc c'est l'occasion également de jumeler ça avec le fait que est-ce que une autre Guadeloupe est possible. Bien, on y va. Alors, qui ose attaquer cette question-là cette question osée, une autre Guadeloupe est-elle possible? Qui est prêt? Je donne la parole à qui ose le faire. Hein? Ils n'ont pas peur. Hein? Alors, Moi, je vais. Raphaël n'a pas peur d'allumer la première mèche. Même pas peur. Ah, on y va, espérons-elle. Alors, non seulement un autre monde est possible, alors je reste à Guadeloupe, hein, mais il est même fortement souhaitable dans la mesure où toutes mes analyses personnelles, mais qu'on partage depuis un bon bout de temps ensemble, et bon, vous voyez un petit peu ma philosophie de pensée, fait qu'on arrive irrémédiablement dans un mur. Et que de toute façon, ce qu'on ne va pas vouloir faire, pendant qu'on a encore un peu de liberté de choix, de discussion et de démocratie, on risque d'avoir à le faire sous la contrainte ou sur une situation un peu extrême. Alors, c'est possible, c'est souhaitable. Il est clair que les conditions dans lesquelles nous vivons maintenant... Alors, ce n'est pas que pour la Guadeloupe, hein, ça ne tient pas. On va dans le mur, il y a quelque chose dans la suprématie, l'hégémonie européenne, parce qu'occidentale, qui va à l'encontre de tous les mondes autres. Et que maintenant, le problème, c'était bien, tant qu'ils avaient cette hégémonie, cette suprématie, ils l'avaient surtout pas la force, maintenant, il est clair qu'il y a une bascule. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en la Russie, donc aussi bien dans la proximité que dans la distance. Hein, et que sont remis en cause des paradigmes sociétaux, des archétypes sociétaux qui sont très, très profonds et qui nécessitent une autre réflexion. Alors, pour la Guadeloupe, revenons rapidement à la Guadeloupe, nous sommes tout à la fois au centre du monde, nous sommes cœur du monde, et nous sommes filles du monde, et nous sommes mères du monde. Donc, il n'y a aucune raison de se freiner, de se réguler dans ce discours-là. Il se pose à nous de la même manière qu'il se pose à d'autres continents ou à d'autres civilisations. Alors, avec quand même des éléments de réponse différents. La première chose, c'est que nous sommes un petit pays. Donc, nous sommes un petit pays limité, prédéfini, 17 000 km², 1700 km², la mer tout autour, etc., etc. Ça veut dire que le concept même de démocratie, il faudra réfléchir dessus. On ne vit pas la démocratie, et on le voit avec les élections qu'on vient d'avoir, Marine Le Pen et compagnie, on ne vit pas la démocratie ici, comme on la vit dans des grands pays où d'autres régulations, d'autres gros ensembles peuvent se mettre en place pour contrebalancer les choses. On a des chances rapidement d'être ici dans des rapports très extrémistes, très frontaux, si on ne fait pas attention à cela. Donc la démocratie, d'autant plus que notre population, elle est fondamentalement cosmopolite, riche de sa diversité. Et donc ça veut dire qu'il y a une possibilité réelle qui est des constructions de ce qu'on appelle des identités meurtrières. Ça veut dire que chaque faction prenne sa part au détriment de l'ensemble qui a du mal à émerger comme ensemble. Il peut y avoir le fait indien, il peut y avoir le fait nègre, il peut y avoir le fait blanc, le fait béquet, le fait chabin, le fait etc. Donc c'est un risque réel. Et donc, il faut qu'on réfléchisse sur quel type de démocratie on veut. Et moi, je pense que dans un petit système comme ici, il faut qu'on se rapproche de quelque chose qui soit très romain dans sa définition. Une démocratie à base de... On peut faire parler les gens, tout le monde. Il y a trop de différences culturelle, de représentation interne pour s'imaginer que tout le monde sera d'accord autour de tout. Donc, il faut qu'on pense une démocratie autour de référendum, du res publica, d'une chose publique, d'une répartition de la parole qui distribue la parole à partir d'un débat public collectif. Il n'y a aucun problème pour faire le débat ici. On a 380 000 personnes. On peut imaginer très facilement des structures, des institutions qui génèrent du débat permanent. C'est la première chose. La deuxième chose, je vais aller rapidement, on va revenir. Okay. La deuxième chose, donc sur quoi on bâtit une société? Je mettrai en avant trois plaques tectoniques. La première, c'est quelles sont les valeurs communes, les valeurs partagées sur lesquelles il faut constituer un socle socioculturel, un socle sociopolitique. Alors ça peut être l'eau, ça peut être l'air, c'est ces valeurs-là, l'eau, l'air, les choses comme ça, qui constituent des choses qui appartiennent à tout le monde, des biens communs, et qui doivent être régies de manière relativement claire et redistribuées de manière claire à tout le monde. Et c'est non négociable sous ce premier niveau. Et les deux autres socles, c'est d'une part la valeur travail. Comment on définit la valeur travail? Alors bien sûr, par rapport au droit, qui régit les rapports d'exploitation, mais un droit qui serait beaucoup plus
basé sur l'équité que sur l'égalité. Et donc, ça veut dire que, par exemple, si je fais des investissements, ce qu'on appelle des investissements productifs, ben, il est clair que je ne peux pas attendre d'avoir la même chose. C'est pour résoudre le problème des patrons, pas patrons. Le mec qui investit, qui met son bien, qui met sa force de travail, qui met sa chaleur, qui met, etc., ben, il ne faut pas lui demander d'avoir le même salaire que celui qui vient travailler, etc. C'est clair et net. Et ce n'est pas une question de démagogie. Hein. Bon, sauf que le rapport ne peut pas être de 1 à 200, comme c'est le cas maintenant, mais c'est pour ça que je parle d'équité. Il faut que par rapport à la valeur travail, l'investissement productif, celui qui paye, qui donne de sa force, soit reconnu d'une certaine manière. Donc plus un rapport équitable. Et la deuxième chose, je m'arrêterai là-dessus, enfin la troisième chose, c'est la notion de bonheur. Il y a deux choses qui vont ensemble. La valeur travail, c'est pas un problème, et on peut la définir par le droit. Et le bonheur, pas au sens de la République du Bhoutan, mais au sens de qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que les gens veulent. C'est quoi le bonheur? Le concept de bonheur, pour moi, n'est pas le même que pour vous, n'est pas le même que pour XY, mais à partir de cela, dans un espace qui veut être en communauté, cette valeur bonheur doit être rétablie, doivent être la base d'une contrepartie. Moi, pour être heureux, il me faut ça, ça, ça et ça. Quelle est ma contribution à la société et comment, en retour, j'attends de la société qu'elle me garantisse un certain nombre de choses. Donc, c'est ce que je dirais simplement pour l'instant, pour laisser la parole à d'autres. Hein. Socle commun, non discutable et qui est partagé par tous, valeur travail qui doit être une valeur redistributive et basée sur l'équité, et la notion de bonheur qui est différente par personne et auquel on a le droit au bonheur. Non. On est quand dit de ça. Est-ce que... Oui, non, mais ça, pour moi, c'est très clair qu'on a le droit de possible, tout simplement parce que pour affirmer ça, il faut retirer le bilan à ça qu'il a. Hein. Et le bilan à ça qu'il a, dire moins, c'est point de vue en moins. C'est qu'on y développement en société de consommation qui correspond à l'intérêt des importateurs, les gros importateurs qui sont en bas là, et qui a créé une sorte de croissance, mais sans véritable création de richesse. Ça, c'est une. Ça a traduit par un sous-développement et un non-développement même à propre économie de production nous en Guadeloupe. Ça qui a un chômage avec les conséquences criminelles que nous connaissons là. Nous avons une sorte de dépendance aussi organique à l'égard de la France qui a fait que le niveau même à production et terme à échange à pays en nous est essentiellement concentré vers des échanges vers la France en un nombre limité de produits. Et nous avons une absence totale à participation nous à tout échange mondial avec tout un certain nombre de secteurs économiques qui sont aux fusions et qui à la recherche permanente de subventions. On est aussi un modèle éducationnel. L'école compris à dans on parle d'éducationnel. C'est beaucoup plus large que simplement l'école. Hein. Un modèle éducationnel qui s'ouvrait des parts tout en politique d'assimilation permanente qui était faite, qui met en avant, s'ouvrait destruction à quotidien même à le socle à l'identité guadeloupéenne. Et qui met en danger aussi toute possibilité d'intégration environnement naturel en nous, qui c'est à la fois la Caraïbe et la grande région américaine, la grande région depuis le sud jusqu'au nord. Et ces modèles de société, et qui a développé tout un modèle de société de consommation qui soutient et véhiculé par les médias, ouverture en nous en particulier avec les médias, qui a encore accéléré tout processus-là. Ça, là, on va parler des médias, en particulier télévision, parce que nous parlons de télévision française, tout ça, une télévision internationale, etc., qui a véhiculé tout modèle là, ça, de société de consommation, qui, en fait, n'y ont cause aggravante ici, c'est aliénation idéologique et culturelle là, qui a développé, avait tout un certain nombre de professions extraverties et ont extrême difficulté d'entreprendre en Guadeloupéen. C'est ça, on pas dit d'entreprendre en Guadeloupe, oui, mais d'entreprendre en Guadeloupéen. Et à côté de ça, ont une possibilité véritablement à ce que ou dédiés aux recherches, au développement, à l'émancipation et à épanouissement à pays en tout. Et en laissant, nous avons des structures d'État et des collectivités territoriales qui conçues et qui administrent même pour une sorte de maintien pays en nous à un état de dépendance organique là ça. On a des lois et institutions qui, en fait, appliquées pour la France européenne
et qui appliquait l'incident de manière très mécanique. Et on a de très nombreux élus, à travers les collectivités hautes, qui reléguaient simplement à une tendance obéissante. Et non pas à prendre des initiatives pour sortir des situations-là. Ça qui va mettre, toutes ces bidons, ça qui va mettre la société en nous, on presque une capacité de faire deuil de toute une organisation socio-raciale que nous héritons du système colonial. Ça qui a créé tout un certain nombre d'aigrissements, d'aigreurs et parfois de dérives que nous avons constatées à l'heure actuelle avec tout un certain nombre d'habitants. Toutes ces raisons-là, ça a fait que nous ne pouvons pas continuer à rester à de type de fonctionnement-là. Encore un type de fonctionnement-là, ça a parti de une illusion qui était faite après la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'illusion de l'égalité. Pas de matériel. Ouais. Mais on a une illusion de l'égalité qui a continué encore à l'heure actuelle. Alors que, et qui a empêché au vrai qu'il ne faut pas rentrer dans l'illusion de l'égalité, mais il faut partir des propres réalités pour construire. Véritablement, ce qu'on a déjà dit, avec d'autres règles qui sont l'équité et la solidarité en particulier. Parce que, puisqu'il y a une question d'égalité en pays, nous sommes un problème d'équité et de solidarité qui a posé de manière forte. Et bâti en les basant ça, ont d'autres sociétés basées dans la production, en le travail, en le développement, et qui a remettre du bout valeur que nous tenions à un moment donné de solidarité, d'équité, etc., que nous perdons en chemin vers le développement de la société de consommation, qui développait l'individualisme et tout ça, pour permettre de redresser le pays là. Il faut nous, effectivement, mettre en place ces vies avec des institutions qui permettent véritablement de répondre à besoins quotidiens à la population et à peuple nous. Et permettre de trouver un certain chemin vers, si vous voulez, un mieux-être et en même temps accéder, si vous voulez, à développement et des connaissances et tous ces bidons-là pour éviter de retrouver dans des pièges qu'on nous voit récemment, qui est retrouvé à des pièges. Ça, en cas de ça, on peut dire ni pour qui, ni comment, dit pourquoi. ni pour avec qui. Ou dit pourquoi. Mais on peut dire, on dit pourquoi. Pourquoi. Et nous, il y a un débat par la suite. Mais on c'est ça qui est plus long, on sait l'émission. Ouais. Mais en tout cas, pourquoi là, d'une densité remarquable, franchement. Merci. Alors, la Guadeloupe, une autre Guadeloupe est-elle possible? Alors, vraiment, ton point de vue là-dedans, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est possible? Et pourquoi? Ah ben, notre Guadeloupe, c'est toujours possible d'avoir mieux, mais d'avoir pire aussi. Ouais, et donc, je pense que si... Ça, c'est du ramaille. Si, et c'est vrai, absolument. C'est les Chinois qui disent ça aussi. Si toutefois il faut notre Guadeloupe, je suppose que tout le monde voudrait aller vers une Guadeloupe beaucoup plus paisible à vivre. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que la Guadeloupe est vivable. Il y a certainement des problèmes. Mais on ne peut pas dire que la Guadeloupe, c'est un endroit où il ne fait pas bon de vivre, avec ses problèmes, bien entendu. Mais je reviendrai sur l'introduction que tu as faite avec la chanson de Kassav. Oui, Kassav, oui. Zoukla, c'est celle médicament donné. Et nous avons fait aussi pas de problème, puis nous avons fait vivre. Enfin, bref, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Mais l'exemple Kassav, une réussite au départ, enfin, je dirais guadeloupéenne, martiniquaise, mélange Guadeloupe-Martinique, un groupe qui a, me semble-t-il, qui a pris naissance quand même à Paris, me semble-t-il, et avec des gens de Martinique et de Guadeloupe, qui a connu un succès planétaire. Voilà un exemple de travail. Ça, c'est ce que je souhaite pour la Guadeloupe. Oui. C'est un exemple mondial sorti de la petite Guadeloupe qui rayonne sur le plan planétaire grâce au travail, au sérieux, à la ponctualité qu'il faut mettre avec le cœur pour réussir quelque chose. Et ça, je crois que nous ne l'avons pas encore en Guadeloupe à l'échelle, comment dire, à l'échelle populaire. Populaire. Et ça me fait plaisir de voir. Moi, je suis un travailleur. Je suis élevé à la campagne avec mes parents. Depuis l'âge de 3 ans, je commençais déjà à aider mes parents à la campagne. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'aurais pu.
Je n'ai aucun complexe. Et c'est grâce à ça que je suis peut-être le si peu que je suis aujourd'hui. Et donc, l'exemple Kassav et l'exemple du carnaval aussi. On a un carnaval qui réussit. Mais réussit, certainement, il faut monnayer le carnaval. On ne peut pas réussir le carnaval sans argent. Kassav, c'est un monument, mais aussi un monument certainement financier. Je ne connais pas le trésorerie, mais c'est certainement un monument financier aussi. Et grâce au travail, et je suis pour, à partir du moment qu'on travaille, qu'on gagne de l'argent. Et tout le monde, et on peut citer encore la Guadeloupe dans ce créneau-là, la Guadeloupe, c'est une Guadeloupe qui joue l'auto, enfin toutes sortes de jeux d'argent. Parce que les gens sont, soi-disant, on veut combattre l'argent, ceux qui ont de l'argent, mais ils sont à l'affût de l'argent. Et je ne comprends pas comment des gens, une population, et c'est un peu partout, pas forcément en Guadeloupe, c'est pas spécial Guadeloupe, mais on le vit, on prend le cas de la Guadeloupe. Tout le monde veut avoir de l'argent, mais on combat ceux qui ont de l'argent. Et c'est ceux qui ont de l'argent qui pourraient peut-être entraîner ceux qui n'ont pas d'argent, ou peu d'argent pour les entraîner, pour aller. Il faut s'accrocher toujours par le haut. Alors, je vais pour essayer de niveler par le haut et non par le bas. Je te donne la parole. Je te donne la parole tout de suite après. Tu parles d'argent, publicité. C'est pour l'argent. On va payer des factures, comme disait l'autre. Et nous voici revenus autour de cette question difficile, mais des éléments de réponse ont commencé à être posés autour du pourquoi une autre Guadeloupe est possible. Raymond Amaï nous disait qu'il pense que c'est possible parce que le mieux est toujours possible. Le pire aussi, dit-il, mais le mieux est toujours possible. Et il prenait l'exemple de Kassav, qui est une réussite guadeloupéenne, qui a parlé au monde et qui est une réussite hors pair, quoi. Hein. Raymond, tu disais. Oui, alors je disais, concernant justement Kassav, effectivement, on en discutait un petit peu aux antennes, hein, malheureusement, vous n'avez pas pu entendre, mais effectivement, c'est un exemple de réussite d'un groupe antillais, dans son talent, un groupe qui a travaillé pour réussir. C'est vrai que derrière la réussite, est-ce que sur le plan économique, ça a été une aussi belle réussite pour chacun d'entre eux? Et c'est là que on peut se mettre en évidence de ce que nous sommes. Nous avons peut-être la possibilité de faire un certain nombre de choses avec talent et réussite et travail, mais est-ce que derrière, dans la gestion de ce que nous faisons, et c'est souvent qu'on entend tout le monde, hein, que ce soit les étélos, les non-étélos, à n'est pas réussi à rien. Alors, et c'est là que cet aspect-là qu'on devrait étudier. Pourquoi ce slogan, cette manière, cette phrase revient à tout bout de champ, disant que nous ne pouvons pas réussir. Qu'est-ce qui nous manque? Et c'est là, je pense, que la plaie de la Guadeloupe, le problème de la Guadeloupe se situe à ce niveau-là, sur ce qu'on a l'impression, dès qu'on émerge un petit peu, on gagne sa vie, et puis on a réussi, c'est une fin en soi, et puis on fait le gros dos, le coq à belle pose, et ça s'arrête là. Mais il faut qu'il y ait ce prolongement. Et je prends l'exemple de ce qu'on appelle des esclavagistes qui sont ici aujourd'hui, qui détiennent une bonne partie de l'économie. Les anciens. Pardon? Les anciens esclavagistes. Les anciens. Les fils esclavagistes, c'est ça? Les anciens, ou les descendants. Mais quand on regarde le cheminement économique, on a vu à chaque fois que la société, l'économie changeait de secteur, passait du secteur primaire au secteur tertiaire, ensuite au secteur primaire, secondaire et tertiaire. Oui, et il y a eu cette évolution. Et les entreprises de ces gens-là, pour moi, c'est un exemple. Parce que la Guadeloupe est considérée, il faut considérer aussi que tous ces gens-là font partie de la Guadeloupe. On doit développer la Guadeloupe avec tout le monde, toutes ses composantes, et toutes ses origines ethniques, économiques, sociales, etc. Donc, c'est un exemple. Leurs entreprises ont toujours pérennisé. Tandis que nous créons une entreprise, souvent, c'est... Raphaël l'a très bien dit, elle a déjà dit ici même, que ça reste à notre niveau sur une vie et puis ça disparaît. Or, on voit, il y a des exemples devant nous où c'est de génération en génération, les entreprises fructifient et grandissent.
Pourquoi nous ne pouvons pas y arriver? Qu'est-ce qui nous manque? Je pense que est-ce que c'est un état d'esprit? Est-ce que c'est... là, c'est sur des questions qu'on se pose. Un savoir-faire ou alors c'est né en nous, ou en tout cas certains, pour ne pas pouvoir aller plus loin dans ce que l'on a entrepris. Et pour, comme disait Sarkozy lors de sa campagne électorale, les enfants doivent commencer là où les parents se sont arrêtés. On ne peut pas recommencer tous les jours à la base. Il faut continuer. On a des exemples comme ceux que leur entreprise pérennise et grandissent tous les jours. Okay. Il faut qu'on y arrive. Donc, je vais laisser la parole à Jean pour... parce qu'il y a plein de choses à dire. Comme oui, tout à fait. En tout cas, je retiens... Il faudrait mettre plusieurs émissions parce qu'il y a derrière ça, maintenant, il y a beaucoup plus de choses encore à dire. Bienvenue. En tout cas, toi, tu dis, c'est possible, le travail... Et tu dis la transmission et la culture d'entreprise. Exact, c'est bien résumé. On y va. Alors. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Jean, une autre Guadeloupe est-elle possible? Pourquoi? Oui, d'abord, j'ai quand même envie de dire, rebondir par rapport à ce qu'on a dit, le CASSAV. Oui. Parce qu'on a peut-être oublié quelque chose. Des choses. CASSAV est né dans les années, autant que ça, 70. Dans les années 70. C'est une situation, le contexte Guadeloupe était très particulier, mais le contexte national aussi, et je dirais même mondial. Parce que figurez-vous, en début 70, dans les années 70, il y a un président qui est élu, je crois 74, c'était Giscard, et la France a connu, nous-mêmes ici, nous avons connu une période, je dirais, de grandes difficultés, parce qu'il y avait deux crises pétrolières, n'est-ce pas, avec l'inflation qui montait. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on a acheté une baguette, aujourd'hui on payait un prix, moins d'une semaine, le prix changeait. Bien entendu, il y avait barre, comme on dit, qui était à la barre, qui tentait de bloquer les prix. C'est pour vous dire que cette année, cette période des années, la décennie 70, comme disait Latino, la décennie 70, c'était une période de grande difficulté, n'est-ce pas? Et qu'à ce moment-là, il y a eu, une intelligence, et c'est celle de CASSAV, de créer des moments, que j'appelle des moments d'euphorisation. C'était de l'euphorisation fallacieuse. C'est-à-dire qu'il fallait entretenir le cœur des Guadeloupéens. Parce que si, dans ce contexte, à cette période-là, fermeture d'usines, n'est-ce pas, le baron Pain se retire à Blanchette, etc. C'était une période catastrophique, n'est-ce pas? Donc, on avait besoin de doses d'euphorisation. Et CASSAV est arrivé, le zouk nous a amené le zouk. Au-delà de ça, CASSAV, c'est 70. Et maintenant, quand on regarde la situation, on sait que ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Et quand on réfléchit réellement, cette initiative de groupe, parce que je suis très attaché aux initiatives de groupe, parce que quand vous êtes ensemble, vous apprenez à échanger, vous apprenez à vous écouter, et vous apprenez aussi à créer des initiatives de toutes sortes. Sur le plan musical, CASSAV a été une réussite, peut-être sur d'autres plans, je dirais, même sur le plan peut-être économique, n'est-ce pas? On peut pas, je ne sais pas si on peut en dire autant, n'est-ce pas? Moi, ce que j'aurais aimé, n'est-ce pas, pour un groupe comme CASSAV, c'est que ce soit un groupe qui soit connu pas musicalement uniquement en Chine, en Afrique, mais sur le plan économique, avec des réussites, parce que ce sont des gars qui se sont trouvés ensemble, qui ont su faire à un moment donné des sacrifices, parce que vous ne pouvez rien avoir sans le travail, hein. Comme le disait Raymond, il faut travailler. Il faut savoir que vous devez travailler, créer les conditions pour aller de l'avant, de manière à ce que 30, 40 ans après, que vous puissiez vous retourner et dire, oui, c'est ça nous fait. Mais CASSAV, je ne sais pas si on peut en dire. On a eu peut-être des managers pour gérer la musique, mais pas pour gérer l'avenir du groupe, et à travers l'avenir du groupe, l'avenir de la Guadeloupe. Parce que Guadeloupe, CASSAV, c'est aussi Guadeloupe. Voilà. Alors, le contexte du moment, faut-il changer? On ne doit pas rester dans l'immobilisme. Il faut indiscutablement changer parce que le contexte ambiant, le contexte ici, eh bien, ce n'est pas un contexte séduisant. Ce qui est nous connaissions dans les années 70, au moment de l'émergence de CASSAV, cette situation perdure. René l'a dit. C'est la dépendance, c'est les transferts sociaux, et c'est même pire. Parce que autant que je sache, même les mobilisations auxquelles on assiste actuellement
sur le plan social, eh bien, je pense qu'il n'y avait pas autant de violence, n'est-ce pas? Il n'y avait pas autant de violence, parce que le problème maintenant, c'est qu'il y a des mobilisations, mais il y a la violence. Et que pour le monde, pas à coûter pour le monde, voyez-vous. Donc, en fait, il faut changer la Guadeloupe, avec vers quoi? Il faut aller vers une situation, et là c'est indiscutable, vers une situation de mieux-être, je dirais même vous savez, il n'y a pas de société idéale. Le welfare social, le bien-être social, il n'y a pas de référent. C'est très relatif, ça. Mais on ne peut pas rester dans une situation comme celle que nous connaissons depuis un certain temps. Donc voilà pour le pourquoi. Ça, c'est ça mon point de vue. Alors, on fait un deuxième tour. On tente. Je peux Ah oui, ajouter bien sûr, bien sûr. Juste un petit mot oui. pour revenir sur l'exemple Oui, Kassav, je t'en prie. de ce que je disais juste avant la prise de parole de Jean. Jean. J'espère, comme je viens de le dire, que le groupe Kassav, en tout cas l'entreprise Kassav, le groupe Kassav, va pérenniser. Et j'espère que M. Decimus pourra trouver, articuler, chercher les solutions pour qu'après Decimus, qu'il y ait aussi une continuité de Kassav, comme ça se passe dans beaucoup d'entreprises dont j'ai fait référence tout à l'heure. Parfait. Que ça ne s'arrête pas sur une vie. Ouais. En fait, peut-être pour te dire le problème de Kassav, c'est que la Guadeloupe, pour le dire encore plus simplement, Pierre-Édouard Decimus, à la Tour Faidherbe, découvre un produit mondial, et la Guadeloupe n'a pas les moyens structurels de gérer D'en jouir. Voilà, de gérer un produit mondial. Donc aujourd'hui, ce serait peut-être différent. Alors, on va rester encore un petit peu là-dessus, parce que c'est pas le sujet, mais l'illustration est intéressante, parce qu'on a ça aussi avec d'autres domaines, d'autres domaines. Alors, nous fait pourquoi? Pour qui? Non, mais Sur Kassav, qu'est-ce que tu veux dire, René? Non, mais sur ce qu'on a dit là. Bon, ce qu'il y a, c'est que les gens qui ont fondé Kassav, ce sont avant tout des artistes, ce ne sont pas des hommes d'affaires. Ça, c'est un. Donc, il ne faut pas leur demander d'avoir un comportement d'homme d'affaires. Il faut qu'on soit bien clair aussi là-dessus. Ce sont des artistes avant tout des créateurs. On ne nie pas. Attends. Ne pas naissance en tant qu'homme d'affaires. Non, mais attends. Et ça, c'est le. Faudrait-il encore qu'ils aient autour d'eux un environnement. Mais oui, mais faudrait-il encore qu'il y ait un environnement structurel qui leur permette de s'accomplir en tant qu'artiste sans obligatoirement se retrouver dans des situations financières désastreuses. Mais mais justement, c'est pour ça que je dis qu'il faut être clair de ce côté-là. Bon, les Beatles et compagnie en Angleterre et tout ça, ils avaient aussi des producteurs et tout ça, mais il y a tout un environnement à la fois économique, etc., qui s'est mis en place autour d'eux et tout ça. Et bon, tous ces groupes-là, au niveau de Kassav, tout ce monde-là vient du fait que Kassav n'a jamais été reconnu non plus comme étant une entité importante dans le développement de la culture ou de la musique guadeloupéenne. Attention, il faut du point de vue politique, du point de vue politique, et on n'a pas mis l'environnement structurel nécessaire pour pouvoir ceci étant... René, du point de vue business, la première fois, j'étais à Paris à l'époque, des années 70-72, la première fois qu'ils sont passés au Zénith, il n'y avait eu aucune publicité de fête nulle part. Personne n'est au courant. Il y a plein de Zénith pendant 3 jours. Oui, donc attends, non mais ça fait rien. Non, le business était là parce que le talent est là. Oui. Donc il n'y a pas de problème. Maintenant, après, il vous appartient de vous entourer de l'architecture économique qui va dégager les échelles d'enrichissement et de valorisation et les conseils qui vont dégager après la valeur ajoutée. Mais c'est pas là, c'est valable pour tout. Il y a d'autres exemples. Il y a d'autres exemples. Différence là qu'elle nous nie. Différence là qu'elle nous nie par rapport à d'autres, c'est que nous pas ni véritablement un encadrement et un environnement qui va permettre nous de pérenniser ça, nous mettre en place. Au niveau local. C'est ça tout le problème. Mais oui, au niveau local. C'est un groupe mondial. Oui, d'accord. Mais en cas signaler que Bob Marley au départ c'était un groupe local, en Jamaïque. Oui, et il vient mondial et il portait dans l'économie jamaïcaine, important ça y est tout ça. Ça qui pas arrivé, ça qui pas qu'à fait là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ni les structures nécessaires pour permettre ça de réaliser ici pour le moment. C'est ça. C'est monde qui peut réaliser ça, monde qui peut réaliser ça et qui peut prendre importance à ça.
C'est l'État français qui est mieux organisé, mais qui Non, pas non, pas non, mieux ça non plus. C'était une Pas négociation intéressé par ça. C'était une négociation avec les majors. Si bien qu'au cas vrai, les côtés là, ça n'est une véritable industrie qui crée alentour à ça. C'est des côtés qu'on a en Angola, qu'on a au Congo, etc. Si tu me permets, Oui. je vais pas monopoliser la parole. Non, tu es le bienvenu. Ça- tu es le bienvenu, cela tu es le bienvenu. cela Oui, dis-moi. prouve bien. Oui. Et ça, je ne peux pas. Excuse-moi, René, je ne peux pas dire à cette idée-là que c'est un organisme privé. C'était à eux, que n'importe quelle entreprise, de prendre des gens, un encadrement avec des gens de Paris, de Brest, de Moscou, de tout ce que vous voulez, Je pense que les pour jeunes pouvoir sont mieux placés que nous. encadrer avec une société, par exemple, du genre comptable, expert comptable, qui puisse gérer, encadrer, comme n'importe quelle société. C'est un exemple. L'exemple Kassab, c'est valable pour n'importe quelle entreprise agricole, n'importe quelle entreprise de prasserie, n'importe quelle entreprise Allez, je vais t'interrompre un tout petit peu. Attends, Raymond, ce que tu dis là est intéressant, mais regarde par exemple, le contre-exemple, la Barbade. L'État barbadien n'est pas gêné par faire une joint venture avec ce qui est privé, avec Rihanna, pour qu'il y ait du retour pour le pays. C'est-à-dire qu'il faut que le pays soit présent, qu'il reste dans son champ, et que les industriels, les managers restent dans leur champ. Mais il y a des choses à faire ensemble, nécessairement. Dans le sport, on forme des Exact. sportifs au premier niveau qui partent de Guadeloupe forts. Ils partent déjà forts. Celui qui a tout fermé, ils vont faire le bonheur d'équipe de France, d'équipe de football, etc. Il n'y a même pas un petit retour sur investissement qui est envoyé au club formateur. Mais je reviens à ce que dit Raymond dit, parce que c'est très très important et je suis complètement d'accord avec Raymond, une fois de plus. On est dans une filière active, de valorisation. Au départ, ce qu'on demande aux gens, c'est du talent, de la matière première. Bon, Kassav ou d'autres, c'est pas grave. Hein. Je ne parle pas de Kassav, je ne veux pas qu'on se focalise. Vous avez une matière première, donc une énergie. Hein. Qu'est-ce qui se passe après? Ben après, vous allez chercher dans l'économie monde, pas nécessairement en Guadeloupe, qu'en Guadeloupe, si on l'a pas. Tous les systèmes de valorisation, d'optimisation qui vont vous permettre d'exploiter cette matière première. Et ensuite, il y a le retour sur investissement, aussi bien pour le créateur que pour les exploiteurs ou que pour la société. Or, on a l'impression qu'en Guadeloupe, et ça revient à ce que tu disais, les matières premières, les produits remarquables sont là, mais juste après, rien n'existe. Et c'est là qu'effectivement Alors, je reviens à ce que disait Raymond encore. C'est pas un état d'esprit, Raymond. Non, on n'est pas plus couillon que d'autres, on n'est pas plus ceci. Bon, il y a des connaissances quand même à avoir, embarquées. Mais c'est véritablement un état de système. oui. Je te reviens. Tout à fait, on est Le d'accord. système, alors local d'une part, mais pas que local, français aussi, ne permet pas la valorisation des ressources guadeloupéennes ou antillaises. Parce qu'elle n'en a rien à foutre, parce qu'elle considère que la Guadeloupe c'est un comptoir où elle déverse tous ces trucs et où elle prend ce qui l'intéresse, sans qu'il y ait réellement un enrichissement mutuel ou quoi que ce soit. Alors, je voudrais dire quelque chose, mais au-delà de Kassav, c'est que les années 70, dont parlait Alain, avec moi, par rapport à la Guadeloupe, ce qui me manque, c'est que les années 70 ont vu l'organisation sociale et les transformations sociales extrêmement importantes, en particulier au niveau de la paysannerie. Oui, c'est ça. Et au niveau de toute période de crise ou pas crise. D'abord, ça a vu des organisations apparaître qui ont posé fondamentalement des problèmes importants pour la transformation des rapports de production et des rapports entre les gens dans ce truc-là. C'est la disparition, ça aboutit à quoi? La disparition du SMAG, parce que le salaire minimum agricole qui existait, les ouvriers agricoles étaient payés moins cher que les manœuvres ouvriers industriels. Ça a disparu pour revenir, pour avoir une élévation de la condition sociale des ouvriers agricoles et de leur respectabilité même, au même stade que là. Et deuxièmement, ça a abouti à quoi? Et ça s'est prolongé dans les années 80, à la transformation de la structure foncière même de la Guadeloupe au niveau de la canne. À l'heure actuelle, 90% des terres appartenaient à qui? Appartenaient aux propriétaires fonciers, aux gros usiniers. Ça s'est transformé complètement. Et les rapports de production à l'intérieur de la canne, dans ce domaine-là, ont complètement changé au point qu'à l'heure actuelle, nous avons véritablement des producteurs agricoles qui ont à se trouver face à un autre défi. René, juste deux choses. Il y a une transformation sociale. Oui, mais cette transformation était secondaire, René, je suis désolé, à ce que disait Raymond. On est passé quand même d'un secteur primaire agricole, agriculteur, d'un secteur primaire, propriété de la terre. Et je te rappelle que la réforme foncière n'est pas une réforme agraire. Non, absolument. Alors que nous, on a fait une réforme foncière. Oui. Juste en tant que ça pour faire de l'histoire.
Et en même temps, ça correspondait au moment où les richesses du secteur primaire partaient dans la grande distribution. À l'époque, c'était les concessions et trucs comme ça. Et donc, bien sûr que les ouvriers se sont organisés et que les syndicats ont eu du grain à moudre, parce que c'était pas la réponse à une évolution spontanée du mouvement social, mais c'était toujours des frictions. Et c'est pour ça qu'on disait la dernière fois, mais quelles sont les guerres qui allaient avec les niveaux d'évolution. Mais il est clair qu'il y a eu... C'était chaud, 70, juste avant, je parle avant les chocs pétroliers, parce qu'il y a encore une autre histoire à raconter après les chocs pétroliers. Mais il y a eu une transformation profonde de la structure matricielle de l'économie guadeloupéenne qui passait de primaire, agriculture essentiellement, agriculture, alors propriétaire foncier plus propriétaire des moyens de production, ce qui a été un peu différent, à quelque chose qui est d'aller vers le secondaire azimuté et le tertiaire, la grande distribution tout de suite. Et bien sûr, il y a une évolution sociale par rapport à ça aussi. Mais c'est pas encore du développement, c'est de la réaction. Non, mais je voulais dire, là-dessus, il faut quand même qu'on soit bien conscient de deux choses qui se sont passées. Quand je parle de propriété, je ne vais pas parler de révolution agraire c'est autre chose. Mais la réforme qui s'est produite, elle ne s'est pas produite comme toutes les autres réformes. Et elle ne s'est pas produite comme toutes les autres réformes. Il n'y a pas eu propriété individuelle de la terre, mais il y a eu propriété collective de la terre par les collectivités guadeloupéennes. Et la terre a été mise sous forme de fermage à disposition des agriculteurs de façon à pouvoir empêcher que le solde le solde ne disparaisse en très peu de temps. Oui. Il y aurait eu une distribution individuelle de terres que le solde... Il faut expliquer ça, ça maintenant, Marie-Galantais, et aux gens de la côte... C'était extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'on était dans une phase de fermeture et d'élimination de l'industrie sucrière à cette époque-là. Et même une tentative de leur remplacement de cette pour pouvoir implanter de la banane avec la compagnie fruitière. Je peux te le dire puisque j'ai été traîné devant les tribunaux pour ça. Parce que nous nous sommes opposés à ça et nous avons bloqué. Et ça a permis justement d'empêcher la disparition de tout un pan de l'économie et des terres guadeloupéennes qui seraient parties aux mains de grosses sociétés étrangères, etc., etc. Donc, moi, je pense que c'est ça qui est marquant dans la période qui s'est passée à ce moment-là. Et trop souvent, on a tendance à... Nous n'avons pas de mémoire, tout simplement parce que notre mémoire, elle n'est pas non plus, ni si tu veux, écrite, ni même étudiée. Voilà pourquoi nous n'avons pas de mémoire et que nous oublions souvent un peu le lien entre ce qui s'est passé et la réalité actuelle. Par contre, pour les enfants qui nous écoutent, il y en a quelques-uns, qu'ils sachent quand même que la Guadeloupe est caractérisée par le fait que le foncier n'est pas au béquet. Hein? Oui. Et alors, ça c'est une chose fondamentale. Alors, troisième chose dont il faut tirer au clair très, très rapidement. Hein? Oui. Quand on parle de descendants d'esclavagistes, on en parle surtout en Martinique avec les béquets. Moi, en Guadeloupe... C'est pas la même configuration. Attends, en Guadeloupe, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Victor Hugo est arrivé en Guadeloupe, il n'est pas arrivé en Martinique. Hein? La France était sous la Martinique était sous la domination de l'Angleterre et la protection de l'Angleterre. Quand il est arrivé en Guadeloupe, la première chose qu'il a fait, c'est instaurer la guillotine. Et il s'est appuyé sur les esclaves révoltés pour pouvoir constituer l'armée française. Et il a coupé 200 coups sous la place de la Victoire, si bien que tout ce qui était esclavagiste affiche le camp. Hein. Il faut être très clair à ce moment-là. Donc, même quand il y a eu le rétablissement de l'esclavage en Guadeloupe, ce n'est pas les mêmes esclavagistes qui sont venus et tout ça. Et très rapidement, après la deuxième année, ils sont partis. C'est pour ça si bien qu'en Guadeloupe, et enfin en Martinique, il y a un phénomène béquet. Les quelques personnes que nous appelons parfois béquets ici, ce sont simplement des Martiniquais, ou bien ce sont des Blancs créoles, ou alors une deuxième génération. Qui ne pouvait pas réussir en Martinique. Qui ne pouvait pas réussir en Martinique et qui est venu s'installer. Et c'était les années 70. Mais il faut qu'on soit très clair là-dessus pour ne pas tout confondre. Alors, cette autre Guadeloupe qui est possible, est-elle possible avec tous ces gens-là? Il faudra faire toute cette mémoire différente, tous ces conflits, tous ces non-dits, toutes ces mémoires qui s'entrechoquent, toutes ces stratégies différentes. Est-ce que c'est possible et comment on fait? Alors là, c'est très, très, très important cette question et je pense qu'on est d'accord là-dessus, même si on ne voit pas trop comment on va faire. On n'a pas le choix. Nous sommes tous fondés à revendiquer la Guadeloupe comme étant la nôtre. Parce que même si historiquement, il y a eu des couches, des arrivées de populations différentes,
c'est nous qui avons fait le creuset. La Guadeloupe, c'est nous. Et donc, il faut qu'on trouve les moyens. Et c'est là que c'est le pari fondamental qui nous est fait. Et c'est celui-là qui va nous donner notre grandeur. Il faut qu'on trouve les moyens d'une transcendance. C'est-à-dire qu'il faut dépasser un certain nombre d'éléments du passé sans les renier. Il faut réparer les mémoires parce qu'il y a des conflits de mémoire fantastiques. Mémoire historique, mémoire chronologique, mémoire affective, mémoire symbolique. On n'a plus le temps. Il faut qu'on trouve un système comme ça, une équation où de reconnaissance, d'appartenance, non pas par rapport nécessairement à un accrochage névrotique au passé, de la repentance, mais par rapport à une projection. Et c'est pour ça qu'on parle de développement. On a besoin des compétences de tout le monde. On a besoin de cette diversité ou diversalité pour créer ce pays parce qu'il est fondamentalement métis. Il est fondamentalement hybride et c'est ça sa richesse, puisque la richesse, on le sait, elle vient de la diversité. Moi, j'arrête. On va parler. Quand tu dis métis, je voudrais parler de quelques problèmes que j'entends dans le pays actuellement qui empêchent, à mon avis, qu'ils se fassent. Moi, j'entends, par exemple, tous les Guadeloupéens, personne n'est raciste ici, évidemment, mais on dit, ça y est, les Indiens de la Guadeloupe sont au Front National. Ouais, et que Bitan Front National, c'est eux qui prennent ça en aïe. Et donc, on est en train de montrer du doigt une partie de la population guadeloupéenne. Et bon, première chose. Et d'autres gens disent que les ancêtres africains sont revenus, donc tout le monde est nègre, il n'y a aucun problème. Et les Blancs disent qu'il n'y a pas de raison que nous aussi qui soyons là, on n'est pas nos référents. On fait comment, Raphaël? René veut nous dire comment on fait. Non, c'est là où tu abordes le problème du Pour-qui. Alors, le Pour-qui, pour moi, n'a jamais été un problème de race. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aborder des problèmes en tant que race, on peut aborder des problèmes en tant que peuple guadeloupéen. Moi, je fais partie du peuple guadeloupéen, pas mal de moi qui est originaire, moi, que peut-être là, mais bien foutu pas mal d'origine, moi, on fait partie du peuple guadeloupéen. Point final. Et on ne peut pas aller plus loin qu'il a. Donc, pour moi, là, ouais. Il y a d'autres de la même mais oui, quel que soit, mais pas ni pour problème à race, ni problème à ethnie, nous c'est le peuple guadeloupéen. Ça veut dire que nous avons une histoire commune qui fait depuis, on a déjà dit ça la dernière fois là, nous avons une culture que nous créons, elles vont langue, elles vont les mœurs et l'habitude, etc. Nous fait ciment à un peuple. Et pour moi, c'est à le domaine là ça. Alors pour qui? Pour payer en nous et pour peuple en nous. Parce qu'il n'y a pas ni pays sans peuple. C'est pour ça que nous avons dit que ça est nécessaire de transformer. Et force un pays qui a résidé non pas dans beauté à paysage, etc., mais qui a résidé dans sous les forces et vécu à peu pays. C'est ça qui a un pays, un pays toute identité et toute société. Bon. Donc, pour moi, c'est pour le peuple, essentiellement pour le peuple qu'il faut changer ça. Et pour le peuple, dans toute composante sociale et générationnel. On ne pas mettre racial volontairement parce que pour moi, on ne peut pas aborder le problème de race. C'est des hommes. C'est des hommes d'un peuple. Toute, si vous voulez, composante sociale et générationnelle. Ça veut dire pour ensemble à peuple en nous qui soumis au chômage, qui soumis à la misère sociale et morale. Ça veut dire aussi pour toute jeunesse en nous qui majoritairement a trouvé contraint à l'exil. Ça a commencé avec Bimidom au moment des fermetures des usines et ça a continué sous d'autres formes, avec la DOM. Et ça, on a parlé de exil à jeunesse en nous là, ça, qui sont exil contraints, aussi bien pour ceux-là qui ont diplôme, qui pour ceux-là qui n'ont pas ni diplôme. Hein, puisque c'est pratiquement au exil à cause des non-possibilités de développement et non-possibilités de travail qui est actuellement un pays en nous. Donc pour jeunesse là, ça, on a parlé aussi pour les ouvriers qui sont soumis à une certaine forme d'exploitation capitaliste en pays en nous, tout simplement parce qu'ils ont allié le chantage à l'emploi, avait la pression sur l'emploi, dans l'emploi précaire et la recherche du profit permanent. Mais on a parlé aussi pour les producteurs agricoles qui ont fait face à un grand défi à l'heure actuelle qui s'est nourri pépaillot, conquérir progressivement le marché intérieur par la mise en place des coopératives agricoles, des agriculture paysanne par l'intermédiaire des recherches scientifiques couplées avec des formes d'éducation populaire. On a pensé à l'action à Henri Joseph, on a pensé à des coopératives COSICAPA, etc. Et surtout, par nécessité, à un besoin, à un environnement législatif qui, à la fois financier, structurel, qui a favorisé la recherche vers l'autonomie alimentaire. Moi, pour moi, c'est important. Pour la pêche, qui a dans le même type de situation là, ça, pour tout ce qui entreprend un pays en nous, à dans sens à développement, à la gros transformation, à l'artisanat, pour tout ça qui a
entreprendre au niveau de l'entreprise de manière générale. C'est pour eux. C'est-à-dire, tout cela qui a créé des richesses en pays en nous. C'est essentiellement pour tout cela qu'on a parlé de nécessité à transformation là. Le Ça, pour qui est clair. non, c'est moi, c'est tout ensemble à peuple là ça. Non, mais- Là, on va parler de générationnel. C'est pas que le peuple par la misère. et les Non, damnés- non, mais à part et ça les seulement. damnés de la Mais terre, là, on va qu'à parler. les damnés de la terre, c'est aussi le peuple d'en haut. Mais Parce qu'il existe- quel que il soit, existe- là on va parler d'entrepreneurs. C'est bien de ça qu'on parle. Il y a des gens qui entreprennent pour créer richesse à ce pays-là. Là on va parler aussi des populations. On va parler des gens âgés. Pourquoi? Parce que le pays en nous, quand on a dit, le pays en nous, c'est un pays qui a vieilli. Et chemin qu'on a offert nous, à niveau de vieillissement, nous, c'est uniquement les EHPAD. Alors que jeunesse en nous, il y a exilé. Alors que si nous retrouvons justement pas encore en pas solidarité générationnelle par le travail, par le développement, eh bien nous pouvons retrouver. Moi, bien sûr. Et c'est ça le problème. Ouais, dis-le. Antithèse. Attendez. Je vais dire deux mots de ça. Attendez. Enfin, on est à sa vision. Hein. Ça trop facile. On est à sa vision, c'est sa conception. Je respecte sa vision. Moi, je crois que pour moi, le Guadeloupéen doit être un citoyen du monde. Je le vois comme ça. C'est-à-dire quoi? On peut être Guadeloupéen et être à Dubaï, être aux États-Unis, être en Angleterre, il fait la Guadeloupe. Hein. Non, mais en tant que Guadeloupéen, ou pas citoyen du Mais monde. parce qu'il est plus facile pour un Guadeloupéen qui réussit à l'extérieur. Il peut être Dubaï, il peut être aux absolument. États-Unis. Et il est plus utile pour qui est un Guadeloupéen qui est en Guadeloupe lui-même. Non, ça va parce bien. que René, tout problème à René, Il est aussi utile. on a l'impression que j'écoute des hommes qui sont des acteurs. On a toujours des problèmes, des comptes à rendre, des problèmes à régler. Non. Par exemple, là, on va Des problèmes à régler. le problème de machin, le problème du terre, oui, c'est un problème réel. Mais on va penser qu'un Guadeloupéen, pour faire chimère de côté, il est resté focalisé sur les problématiques. Non. Il est réglé les problématiques, oui. Mais pour focaliser à nos rapports, à le monde du travail, sur le plan social, je ne suis pas d'accord avec toi sur ça. Je veux le dire très sincèrement. Je pense que nous sommes trop... on se focalise trop sur des choses que nous qualifions de choses historiques, alors que je pense que le monde, nous sommes dans un monde ouvert. Le Guadeloupéen sommes... Parfois, on le pays, en sortie, tu prends un gars dans un moment donné à vie en moins, à pas de conception là, ça du tout. En TB, par exemple, on doit vivre à l'extérieur et dire, bon, voilà, je suis quelqu'un de bien, de riche, j'ai des moyens à investir en Guadeloupe, à faire des choses en Guadeloupe. Mais par contre, il faut forcément focaliser moins en la profondeur. Même question à terre, nous ne pas l'été. Mais là, il faut faire réforme foncière. Mais toutes ces boucles-là qui défaitent tout d'été là, et on l'eau, mais c'est bien investi de l'autre côté. Et il y a une économie là, mais. Je prends l'exemple d'une commune. On a souvent dit, oui, il ne fallait pas vendre la terre. Il y a Béonier. Béonier, après quand il fait en Sainte-Marthe, Lucien Béonier, le père Béonier, eh bien, il fallait gérer de manière équilibrée, hein, ne pas vendre toutes les terres. Mais il y a des gens qui se sont enrichis. Il y a des San Franciscains, c'est ça? Des Franciscains, oui, San Francisco, n'est-ce pas? Il y a une population indienne, parce qu'ils sont très nombreuses. Elle s'est enrichie avec le foncier. Ils ont investi. Regardez qui m'a dit regardez ce boucla Saint-Rose là, qui ne sait pas qu'est-ce que c'est la société à yo. Mais c'est parce que la famille a yo, tu as une économie qui est reposée sur la terre. L'offre, il fait réforme foncière. Ce boucla yo peut pointer là, il investi de l'autre côté. N'est-ce pas? Moi, je suis... Et regardons, tous, on a fait même... on a fait de la réforme foncière, oui. On a créé des groupements qui relèvent de l'économie sociale avec des SICA. C'est très bien. Mais on a l'impression que c'est ça qui a bloqué le problème là, le pays là, là. Non, honnêtement, on a l'impression que c'est des structures qu'on a créées. Non. Pour moi, c'est ça qui a créé des problèmes. Ni des terres ni des terres là. On parlait des terres qui étaient en main à les gros propriétaires fonciers et les usines. C'est eux qui ont réquisitionné. Oui. Restant à présent, les gens qui étaient ni terre qui vendent, ça c'est d'autres problèmes. Ça pas ni hack après. Faut pas défendre l'unité là. Faut pas l'unité là. Parce que je termine. Excuse-moi. Moi, je vois. Ça n'a rien à voir. Écoute. Je vois des Guadeloupéens. On a fait la réforme foncière. Il faut nous rester réels aussi. Hein. On a fait la réforme foncière. Il y a passé pour 7-10 hectares de terre. Ce gars travaille. Il y a beaucoup de jeunes, depuis qu'il y a une 30 ans. Regardez l'exploitation là. Bouga a trouvé à l'air, qui a venu à la retraite, il pas ni le minimum pour y vivre. Et au bas, t'es là son capital. Souvent, on t'es investi en l'air correctement, et bien même si tu le vends, allez, ils savent
tu veux, il avait la possibilité, s'il avait la possibilité de reproduire, de faire une production de richesse à partir de ce foncier-là, eh bien, il aurait été bien maintenant actuellement. Mais maintenant, on voit des personnes qui ont bénéficié de la réforme foncière, parce que c'est une zone, moi je connais très bien, je vois, hein, c'est pour vivre dans la misère. Parce qu'on n'a pas su faire quelque chose. J'ai l'impression qu'on a fait la Guadeloupe avec des bouillons. Raphaël le disait. J'ai l'impression. Je suis méchant. Attendez, peu d'ordre. C'est pas le sujet, mais il ne faut pas dire n'importe quoi. Non, mais j'ai l'impression qu'on a fait la Guadeloupe avec des bouillons. Non, je vous en prie. Je vous en prie. Oui. On a dit clairement pourquoi. Et là, on se heurte au pour qui. Voilà la question. Donc là, il faut mettre un point d'ordre. Et Jean, quand tu dis qu'on se focalise trop là, pas ceci, bon, est-ce que tout ça c'est incompatible en fait? Tout ça n'est pas incompatible en soi. La question c'est comment on fait. Et j'attendais plus une direction, comment on fait. Alors comment c'est le troisième? Voilà, c'est ça. Voilà, comment on fait. Ouais. Alors oui, moi, pour qui? C'est pour ceux qui travaillent. Excellent. Je dis pourquoi ceux qui travaillent. Mais ceux qui travaillent, forcément, tous ceux qui travaillent vont arriver à quelque chose. C'est le travail qui paie. On a vu ça avec Assaf, même si derrière les choses se sont. C'est le travail. Mais c'est le travail qui paie. Nos sportifs, on voit bien que nos sportifs qui brillent, nous sommes en terre de champions, c'est le travail. C'est des entraînements, 5 ou 6 heures par jour d'entraînement en natation, en athlétisme, en cyclisme. Et donc, c'est le travail qui paie. Aujourd'hui, on voit des gens battre le pavé. C'est pas par là, à mon avis. Et c'est là, peut-être, le problème de la Guadeloupe. Il y en a qu'on ne voit jamais sous les pavés. Et il y a d'autres qu'on voit tous les jours sous les pavés. Et qui rouspètent, qui n'ont pas d'argent, qu'il faut améliorer le pouvoir d'achat. Et en même temps, on combat ceux qui leur offrent la possibilité de s'en sortir. Alors, je ne comprends pas cette contradiction. Cette contradiction, il y en a qu'on ne voit jamais sur les pavés, c'est sur eux qui arrivent à maintenir l'économie, à faire vivre la Guadeloupe. Et je redirai encore aujourd'hui que ceux-là même qui sont sur le pavé, je ne vais pas prendre dans les détails, il faut se reconnaître, hein, et alors qu'on pille ceux qui travaillent, qui se lèvent à 4 heures du matin, nos agriculteurs notamment, et qui se servent de leur travail, de leurs enfants, des agriculteurs, de leurs femmes et leurs enfants, pour récolter et pour aller donner à ceux précisément qui sont sur le pavé et qui perçoivent d'une manière ou d'une autre, une entrée d'argent. Je ne comprends pas ce phénomène-là. Et c'est ça qu'il faut combattre, cette injustice qu'il faut combattre dans le pays. Et on n'a pas besoin de belles phrases, de grands programmes. Il y a un seul programme, c'est le travail. C'est ça que je connais. C'est ça que je connais. Et je termine. Et on a toujours tendance à dire que la faute est à l'autre, c'est pas à nous. Et je crois que là où ça ne marche pas, c'est précisément parce que la faute est à nous. Parce que yo dit moins, yo fait moins, yo qu'a dit. Dans mon langage, yo c'est moi. Et dès qu'on me dit yo, c'est mon belle phrase, c'est mon qui vient faire toutes les propositions et qui. Il n'y a pas de le labeur de faire réussir et de mettre la main à la pâte pour faire réussir la Guadeloupe. C'est belle phrase. Et ça ne va pas plus loin. Vraiment, en cas de novité, est-ce que c'est contradictoire le fait de contester et le fait d'être solidaire du système en soi? Mais tout dépend de la manière dont on conteste. Encore, comment trouver le chemin, c'est ça? Raphaël. Il faut qu'on sorte des schémas contradictoires. Ce que dit René, l'histoire de ceux qui font la Guadeloupe, c'est les actifs, attends, c'est pas que ça. Le gros problème, c'est la redistribution. Et quelles sont les clés de la redistribution? C'est pour ça que je parlais d'équité et je parlais de valeur travail et de définition du bonheur. Les clés de la redistribution, pour moi, à mon âge maintenant, ne sont pas les mêmes que quand j'avais 20 ans, 30 ans, 40 ans, etc. Mais effectivement, il y a ce problème donc, de contradiction. Puis on revient un petit peu, juste un tout petit peu en arrière pour comprendre la nature des débats. On a un conflit actuellement en Guadeloupe important qu'il faut qu'on gère, et ça, c'est au niveau... c'est au niveau élargissement du champ de conscience. Parce que sinon, on va rentrer dans des bagarres phénoménologiques, de pratiques, de ceci, de cela, et des règlements de compte historiques par personne transposée, on ne va pas s'en sortir. Le problème, c'est élargir le champ de conscience. Et là, on est d'accord, sous la définition du peuple, fait peuple, les gens qui décident à un moment donné d'œuvrer ensemble dans un espace mental de convergence. Quel est cet espace mental de convergence? C'est deux choses. D'une part, une identité qui fait souche,
les racines, les roots, la valeur pays, et d'autre part, une appartenance qui fait projection. L'identité qui fait souche, et je m'enracine dedans, et je me projette dans une appartenance, être Guadeloupéen, et là je te rejoins, que je sois, c'est mon cas, que je sois à Dubaï, à machin, je suis plus Guadeloupéen, à la limite presque. J'ai mon désir guadeloupéen plus fort quand je suis à l'étranger que quand je suis en Guadeloupe, parce que quand je suis en Guadeloupe, je suis toujours énervé. Donc à la limite, bon, allez, bon. Mais c'est pas grave. Et donc ce qui est caractéristique, et sur lequel on doit se tomber d'accord, et j'espère, c'est que le peuple, on ne fait pas peuple comme dans d'autres pays, du fait de notre histoire, de notre précocité, on a 4 siècles à tout casser, et des courroies, des ensembles, des filières de population. On ne peut faire peuple que par un mouvement d'autocréation. Il faut qu'on le revendique. Et d'autocréation assumée. Parce que sinon, rien ne nous fera faire peuple, puisque toutes les définitions historiques qu'on a étaient basées sur ces fameuses contradictions guerrières et mortelles. Et on peut rester là-dessus. Alors, j'écoutais ce matin le 8 mai. Le 8 mai. Bon, le 8 mai 45, libération de l'esclavage. De la France. La France. Du nazi. Non, c'est pas un lapsus. C'est pas un lapsus. Ce n'est pas révélateur. Ce n'est pas révélateur. Oui. Alors, 8 mai 45, oui. En Algérie, c'est quoi? 45 000 morts. Un règlement de conflit. Du fait de la France. Du fait de la France. Du fait de la France. C'est tout. Alors bon, on dit entre 25 et 40, si vous savez, la France ne tient pas la comptabilité des morts qu'elle fait ailleurs, colonies, etc. Allez expliquer. Et alors que les Algériens ont participé à la libération de Paris, etc. Plus de 100 000 personnes sont venues se battre pour la France. Donc, bon, il y a un moment donné où l'histoire va nous retourner à la gueule, parce qu'elle est indépassable. Sauf que nous, en Guadeloupe, petit pays, on n'a pas le temps. Parce que les risques de l'avenir sont plus importants que les risques du passé. Et il faut gérer le présent. Donc l'invitation, c'est faire peuple dans une dimension d'autocréation. Nous décidons de faire peuple ensemble et d'avancer ensemble. Ceci dit, ce n'est pas un nouveau béni oui-oui, nouvelle religion. On ne le fera que sur des schémas politiques ou sociopolitiques partagés. Et c'est pour ça que je parlais de démocratie. Alors, au plus bas niveau, ça veut dire au niveau le plus populaire, parce qu'on est 380 000 personnes, chaque personne doit donner son avis, parce que chaque monde, c'est monde. Oui, c'est pour ça qu'on a fait ton liste de monde. Alors, on parlait de politique, hein, il a lancé le mot politique. Tout à fait. Et nous sommes en campagne électorale. Pour les législatives françaises. Et lorsqu'on parle, je disais, on parle souvent de notre situation économique, de notre situation sociale, situation sanitaire, en parlant de l'eau et du Covid. On a quand même un certain nombre de problèmes, beaucoup de problèmes à régler. Et de tous ces problèmes, que ce soit le transport, les déchets, l'eau, le sanitaire, on a toujours tendance, et là je prends l'exemple un petit peu plus haut, on va dépasser un petit peu ce qu'on dit peuple, on va se mettre un cran plus haut, au niveau des politiques. Et c'est là, et c'est pour ça qu'on a toujours tendance à parler de yo, et ça ne me convient pas trop, hein, cette affaire de yo, ça ne me convient pas trop. Parce que les politiques eux-mêmes, dans leurs responsabilités, que ce soit l'eau, que ce soit les déchets, que ce soit le quotidien, dans la responsabilité de nos politiciens locaux. On a toujours cette impression-là, je vais prendre l'exemple de l'eau, où on a dilapidé. On a dilapidé, le travail n'a pas été fait. Et qu'est-ce qu'il y a 40 ans plus tard? Mais c'était déjà dans leur tête dès le début, hein, il y a 40 ans. Il y a réparé. Et donc, c'est de la population aussi. On reprend. Il y a fait, il y a fait, il y a dit, il y a fait. Parce que nos politiciens même, ils ne prennent pas leurs responsabilités pour faire ce dont ils ont dans leur champ de compétences. Et on laisse toujours pour yo. Et pour être un petit peu plus terre-à-terre, hein, un langage plus terre-à-terre, blanc là qui est venu réparer. Nous, quand ça lit la Guadeloupe, blanc là qui est venu nettoyer. Et il faut sortir de cet aspect. Et c'est là aussi l'une des solutions de la Guadeloupe. L'exemple vient de nos politiciens qui doivent donner l'exemple de responsabilité, l'exemple de réussite. Quand on peut... C'est toujours difficile de citer des noms, hein, mais on ne peut pas me dire qu'une femme comme Michel Chevry n'avait pas les capacités pour faire mieux que la manière dont elle est sortie. On ne peut pas dire que, comme les Mangous, après Tapit,
n'avait pas les capacités intellectuelles, et je peux prendre la liste est longue, hein, mieux que ce qui a été fait à Pointe-à-Pitre. Et je peux citer plein d'exemples. Alors comment peut-on sortir de cette situation si nos politiciens, qui ont les deniers publics en main, qui doivent donner l'exemple, et à l'exemple de ce qu'a fait Magra à Saint-Barthélemy, hein, comment ne peut-on pas donner l'exemple et pour toujours dire c'est yo, les autres viendront réparer ce que nous n'avons, qui était sous notre responsabilité et qu'on n'a pas fait, et volontairement n'a pas fait, et pour reprendre de l'argent de yo. Ok. Ça, Donc, il faut changer ça. Dans le comment, tu dis l'exemplarité en commençant par les élus. Exactement. Et la population va suivre. C'est chaud. Et arrêtez de dire yo. Deux paroles. Bon, je dirais tout très sincèrement, moi quand je regarde mon pays, mon territoire, la Guadeloupe, moi je suis très inquiet, je le dis franchement, moi je vois cette jeunesse, je vois ce qui se passe, ce qui s'y passe, le contexte ambiant, moi je le dis très sincèrement, c'est pas peur, mais moi je suis inquiet pour la Guadeloupe. Je vois une jeunesse qui est livrée à elle-même, qui est désemparée, il n'y a pas de référent, il n'y a pas de modèle. Quand vous voyez un jeune maintenant, vous lui demandez, mais qui nous t'en vivine au Guadeloupe, réussi, un modèle. Un footballeur, jeune, il va avoir envie comme Mbappé, en France. On pourra te dire comme les autres qu'on a connus au Brésil. Ce sont des référents. Il y a une culture de modèle, mais il n'y a pas de modèle ici. Qu'est-ce qu'on voit ici, nous regardons la Guadeloupe? Nous avons une situation de conflit. Eh bien, c'est sûr qu'on voit la jeunesse. La jeunesse, si tout le monde fait tout vieille, qu'après, devant l'hôpital bloqué. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il apprenne? Il n'y a pas de référent. Il n'y a pas de modèle. Moi, je le dis, hein, écoutez, à des moments donnés, moi, j'ai pu bien voir des choses qu'on faisait, où on essayait de faire émerger en France des modèles, des référents, à partir de ceux qui existent. Et puis, Raphaël, il y a un point, je partage aussi, c'est la valeur au travail. C'est le travail, il faut inculquer cette valeur chez la jeunesse. Comment vous voulez arriver si vous ne travaillez pas? Si vous n'investissez pas, vous vous engagez pas, n'importe où vous êtes, hein, il faut travailler. Arrêtez de faire la main tendue. La main tendue, on est toujours en train de demander. Et puis la redistribution, on en parle de redistribution. Mais pour redistribuer, faut-il qu'il y ait quelque chose? Eh bien, il n'y a rien. Où sort l'argent qui fait ma barre? Nous, l'argent l'a sorti. Et je vais terminer un point qui m'inquiète énormément. On parle beaucoup d'agriculture, vous le savez, je parle beaucoup. Mais moi, je suis quelqu'un, je suis investi, je suis pas en dehors de système. 2019, qu'est-ce qu'on a vu? Grande sécheresse en Guadeloupe. On a indemnisé la sécheresse de 2019 qu'on a payée en juillet 2021. Maintenant, il y a eu des sécheresses en 2020. Encore, il faut indemniser les bonhommes qui ont tout perdu. Ils seront payés, pas en 2022, ils seront payés en juin-juillet 2023. Et maintenant, on voit les producteurs de miel qui crient déjà. Nous sommes dans une situation où il y a tellement de choses qui s'entremêlent. Moi, je vous dis très sincèrement, j'écoute l'autonomie alimentaire, j'écoute toutes sortes de choses, mais moi, j'ai une clairvoyance, je pense comme beaucoup, et je qualifie des clairvoyances intellectuelles. C'est-à-dire des gens qui, à partir de ce qu'ils ont, ils réfléchissent, ils essaient de mettre ça ensemble pour voir qu'on peut sortir de cette situation-là. Jean, si tu avais, face à cette question-là, on va avec nos conclusions, si tu avais 2 mots à dire sur la perspective et le comment, tu dirais quoi en 2 mots? D'abord, moi je dirais, il faut aller vers le nous. Réussir nous, mais il faut aussi soigner le jeu. Le modèle, le référent. Le nous, c'est la somme des jeux. C'est bien dit. Mais si on est Guadeloupéen ou dans une situation, comme on dit, de fancho, bon, il n'y a pas les vétails, il y a pas crabe là. Si la gars essaie de monter, on ne peut pas aller loin avec ce système-là. Sous cette question, une autre Guadeloupe est-elle possible? Si tu avais dit en 2 mots l'essentiel sur ça aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais brièvement? Arrêtons d'envoyer la balle toujours chez l'autre, alors que souvent c'est nous qui devrions normalement nous donner les moyens, en tout cas des propositions pour sortir des difficultés. C'est toujours l'autre et jamais nous. Mais donc arrêtons de ce yo et mettons nous devons faire. Et s'il y a une faute, ça n'a pas marché, c'est peut-être nous qui avons fauté. Il faut arrêter d'envoyer la balle à yo. Il a dit. Raphaël Spéronel. Oui, 2 choses. Oui. La première chose, c'est connaître nos avantages catégoriels. Qu'est-ce qui fait que la Guadeloupe est spécifique, remarquable, a du talent dans tous les domaines? Et les exploiter. C'est sur ça, c'est pas sur des modes de développement exogènes venus d'ailleurs. On n'importe pas le développement. On le vit à partir d'une position d'acteur
à l'intérieur du système. Et la deuxième chose, notre plus grande richesse, c'est notre passé. À partir d'une petite phrase que j'adore, que j'ai déjà répétée, de Umberto Eco, celui qui te menace est aussi celui qui te construit. Ça veut dire que c'est ce même passé-là qu'on redoute, parce qu'on le connaît et on essaie de l'appréhender. C'est lui qui est la mine de ce qu'il ne faut pas faire pour pouvoir se développer. En fait. Et allons-y. Et faisons-nous confiance. Allez, qu'est-ce que tu dis en conclusion sur ça? Oui, on te dit qu'on conclusion, non, parce que ni le comment et ni avec où j'ai abordé. Hein. Oui, bon, donc ça pas aussi simple que ça. D'accord. Premier bilan que Kenya a dit, c'est qu'au cas valoriser le travail, il faut valoriser le travail et non pas l'assistanat. Or, nous avons nos sociétés qui valorisent l'assistanat, à part ces bougas qui devant le tribunal là. C'est ça qui est fondement là. Favoriser l'assistanat et non pas le travail. Parce que, exemple là, quand tu as à part ces bougas qui devant l'hôpital là, c'est familles qui passaient toute vie à eux. Pas travail. Pour côté, alors qu'il a dit qu'il faut travailler pour réussir l'école, etc. Et qui n'y voiture, et qui n'y télévision, et qui n'y tout ça, à ça. Donc, favoriser le travail pour. Ça, c'est extrêmement important, mais pas dans le type de société-là, ça, qui a favorisé l'assistanat et non pas le travail. Ça, c'est le premier bitin qu'Anthony a dit. Oui, mais c'est le premier bitin qu'Anthony a dit, parce que pour moi, ça, c'est extrêmement important. Et deuxièmement, qu'on nous pas ni des noms politiques, mais qu'on nous ni des véritables hommes d'État. Hommes d'État. Ça veut dire des gens qui sont conscients des responsabilités à eux vis-à-vis des peuples à eux et des pays à eux et qui prennent à bras le corps toutes les responsabilités qu'il faut. Et non pas arrêter dans les tendances dociles qu'on a dit de gestion à ça les autres cafés. Voilà. C'est bien dit. C'est bien, messieurs. Voilà. Nous allons conclure. Alors, le débat est animé. J'espère que chez vous aussi ça continue. Nous avons essayé de vous aider à penser à cette question. Nous allons conclure rapidement. Alors, deux petites choses. La première, je voudrais rassurer ceux qui nous regardent. Je n'ai pas volé la chemise de Kémy Séba. C'est quelqu'un de Morne-à-l'Eau qui vend ça. Je vous dirai hors antenne comment le joindre. Et puis, pour finir, j'ai commencé par une provocation musicale, je termine par une autre. C'est une autre solution. Hein. Il y avait le zouk comme solution, on en a parlé. Il y a une autre solution, plus essentielle, c'est l'hymne à l'amour, que je dédie à personne puisque ma femme me regarde. À bientôt. Alors... Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon cœur frémira sous tes mains, peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs
l'éternité, dans le bleu de toute l'immensité. Dans le ciel